Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 19h50 et voici les titres du journal. À la une ce soir, à Yaoundé, la gendarmerie nationale vient de tisser une toile efficace piégeant un réseau présumé de dealers et trafiquants. Ces mauvaises herbes ont été cueillies en flagrant délit dans 3 quartiers de l'arrondissement de Yaoundé 7e. La traque continue, le filet étant toujours déployé pour assainir davantage les rues. Le glas pourrait sonner à tout instant. La loi autorise le chef de l'État à convoquer le corps électoral, scellant ainsi les listes. Pourtant, dans les antennes et les cams de bruit, l'urgence ne semble pas agiter les foules. L'organe indépendant, maître des horloges, avant, pendant et après le vote, observe avec patience. Le compte à rebours est lancé, mais la dernière ligne droite peine à attirer les retardataires. À moins de 4 mois du scrutin présidentiel d'octobre, la scène politique s'embrase, même au sud. Jardin secret du chef de l'État, des élites locales, par une lettre ouverte qui sonne comme un coup de tonnerre, se désolidarisent du bilan du renouveau. Elles appellent leurs concitoyens à un réveil politique, les invitant à reprendre en main leur destin. Sous le prétexte de la journée mondiale de la lutte contre la drépanocytose, une vérité se révèle avant de s'engager. Un simple test d'électrophorèse de l'hémoglobine est la pierre angulaire pour contrer cette maladie qui assombrit des vies. Trop souvent, l'élan du cœur l'emporte sur la raison, jetant les graines d'un avenir incertain où les enfants sont condamnés. Voilà pour les titres. Nouveau coup de filet anti-drogue à Yaoundé. La gendarmerie nationale vient de démanteler un réseau de dealers et trafiquants présumés pris en flagrant délit. Ces malfrats ont été appréhendés grâce à la collaboration citoyenne. Comment cette opération a-t-elle été menée? Karel Mezatiachoya et Luc Mvanda nous donnent les détails. Derrière ces visages masqués se cachent des dealers et trafiquants de drogue présumés. Ils tiraient tranquillement leur filon dans un salon de coiffure au lieu dit Bonas à Yaoundé. Au vu et au su de tous, leur butin exposé au centre jusqu'à l'irruption des bérets rouges alertés par des capteurs. Au nombre de 8, nous avons saisi 5 paquets conditionnés dans des emballages au ciment. 5 paquets assez importants, assez considérables, ainsi que le matériau qu'ils utilisent, à savoir les ciseaux, les papiers qui servent au conditionnement et bien d'autres effets. Une opération similaire a été menée au lieu dit Biémassilak, dans la cité capitale. Ces 6 individus ont été pris en flagrant délit de consommation et de commercialisation de chanvre indien. Mais cela ne s'arrête pas là. Des plants d'herbe ont également été découverts dans leur domicile lors d'une perquisition. La fouille de leur domicile a permis de trouver la quantité de chanvre indien qu'on a trouvé et près de 3 plants de chanvre indien qu'il était en train de faire pousser à son domicile. À Etetak, dans le 7e arrondissement de la ville aux 7 collines, voici le suspect qui a été interpellé. Un autre leader présumé, dénoncé par des informateurs de la gendarmerie nationale. Des éléments de cette brigade se sont aussitôt rendus sur les lieux pour les mettre hors d'état de nuire. Et nous avons interpellé le nommé en possession de ce produit que vous voyez derrière nous. Nous continuons à faire des patrouilles continues dans le secteur instruit par la hiérarchie. La traque va se poursuivre sans relâche. Une mise en garde à l'encontre des personnes impliquées dans cette activité illégale. Et nous avons intensifié ces opérations parce que de plus en plus, on signale plusieurs foyers de consommation de stupéfiants dans la ville et ses environs. Donc nous allons intensifier ces opérations qui permettent de mettre hors d'état de nuire certains malfrats qui perturbent la paix et la tranquillité des populations. La collaboration active et vigilante de la population est vivement encouragée pour renforcer l'efficacité des interventions sur le terrain. Une arnaque à l'emploi ciblant des jeunes du nord-ouest et du sud-ouest promettent 150 000 francs CFA par semaine et un départ pour la Malaisie a été démasqué. Les forces de maintien de l'ordre ont appréhendé les suspects qui sont actuellement en exploitation. Cyril Kwakam et Stéphane Binac.
Un voyage à l'étranger plus un emploi décent vendu à seulement 600 000 francs CFA dans cette villa située non loin de Niki, Bonaberi à Douala. Dans les couloirs de ce bâtiment, l'opportunité en or a viré en une arnaque selon la mère d'une victime. J'ai été retenue pour travailler au sein de cette entreprise. Le salaire hebdomadaire était fixé à 150 000 francs CFA, avec une possibilité de nous faire voyager pour l'Inde. Mais au préalable, il fallait verser la somme de 600 000 au recruteur. Déjà fragilisés par la crise, une cinquantaine de jeunes en provenance des régions du Nord et du Sud-Ouest est exploitée au sein de cette entreprise clandestine. Ici, on parle d'une escroquerie à la chaîne. Lorsque ces jeunes gens se présentent, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas non plus de gain au bout de 2 mois. Ils sont donc, pour ainsi dire, coincés dans les locaux de leur bourreau et ils sont contraints à leur tour d'appâter d'autres victimes pour espérer obtenir des moyens de subsistance. Le faux, même le voisinage le pressentait depuis le premier jour. Moi, je les ai posé la question un jour. Quels sont les produits que vous vendez et que moi, je n'ai jamais vu une voiture descendre ici pour livrer et pour sortir avec les produits. Et vous-même, je ne vous ai jamais vu avec un produit. Il faudra nous dire exactement le produit que vous vendez. Et pourquoi vous ne voulez pas vendre votre produit? Il faut absolument que j'entre là-bas à l'intérieur avant qu'on me dise de quel produit. Et on était un peu dérangé à ce coin parce que au quartier, on avait dit on va faire un groupe. On va entrer là-bas avant de savoir exactement. Les faussaires, le sort est désormais entre les mains de la justice, indique le préfet Djoufouri. Nous sommes tout à fait déterminés à ce que ces gens qui ont été découverts soient sévèrement punis et nous comptons véritablement sur le professionnalisme de toute la chaîne judiciaire en la matière pour que véritablement nous n'ayons plus ce genre de phénomène dans notre circonscription. Pour rappel, il y a plus d'une semaine, un autre réseau avait été démantelé à Yaoundé par le groupement de gendarmerie territoriale Djoufoundji. Et ce jeudi matin, à Akwa, un homme affirme avoir subi une réduction soudaine de la taille de son sexe après avoir serré la main d'une connaissance. Une scène surréaliste qui a déclenché un début de vindicte populaire. Fatima Ndale, Laurent Zotio et Thierry Nana se sont rendus sur les lieux pour enquêter. Yannick, âgé de 45 ans, accuse Albert, 56 ans, d'avoir réduit le volume de son sexe à la suite d'une simple poignée de main. La scène se serait produite en pleine journée, dans les rues d'Akwa. Direct, à un moment donné, il débarque, il vient se mettre devant moi, il se met devant moi comme ça. Tu sais ce que tu as fait, non? Tu sais ce que tu as fait, non? J'ai fait quoi? Il dit que remets-moi. Tu sais ce que tu as fait? J'ai dit que je n'ai rien fait. Je ressens mon corps bizarre. Je ressens comment mes pieds, jusqu'à présent, même mes pieds ne sont pas revenus jusqu'à présent. C'est comme s'il va avoir les crampes. Je suis allé donc derrière. Je baisse mon pantalon, je sors mon truc pour pisser. Je vois ça se rétrécit devant moi. J'essaye même de m'exciter pour voir si ce n'est pas ce qu'on raconte souvent là. Ça ne réagit pas, ça ne réagit pas. Rapidement, la tension est montée. Alertés par les cris, les riverains se sont attroupés. Certains y ont vu une tentative de sorcellerie. D'autres, en simple malentendu, alimenté par la peur et la rumeur. Ils sont venus, ils étaient à deux. Il y avait l'autre qui était dans la voiture, il a garé la voiture de l'autre côté. Bon, l'autre monsieur, maintenant, il est descendu là, entré au couloir. Quand il est entré au couloir, il a fait semblant comme s'il voulait acheter quelque chose. En tendant la main au monsieur, il tourne son dos pour partir. Le monsieur constate qu'il n'y a plus son sexe dans son pantalon. Il a appelé la population. Directement, la population a encerclé le monsieur. Que c'est comment? Sous la pression de la foule, Albert a été violemment pris en partie. Il échappe de justesse au lynchage grâce à l'intervention rapide des éléments du commissariat de sécurité publique du 4e arrondissement qui ont maîtrisé la situation et évité un drame. Quand on l'a tapé, le monsieur dit qu'on remet mon sexe. Il remet mon sexe, il dit que non, ce n'est pas moi, il dit que c'est toi, tu m'as salué, mon sexe a disparu. C'est là il a remis le sexe d'un enfant de 2 semaines. Les 2 hommes ont été conduits au commissariat de sécurité publique du 4e arrondissement où ils sont actuellement l'objet d'une audition approfondie. Je n'ai pas encore vu
J'entends toujours, et sans preuve, sans témoin. Quand il y a le froid, elle peut se contracter. Quand la chaleur, elle peut dilater. Donc, si ton sexe prend un coup de froid, on ne dira pas que ça disparaît. Il n'y a pas de sexe qui disparaît. Je cherche un peu ça, voir son sexe disparu. Du coup, je ne les vois pas. Mais cette affaire n'est pas isolée. La nuit de mardi dernier, une autre scène similaire s'est déroulée en Dokpassi, au lieu-dit Entrébil. Une vieille dame y a été accusée d'avoir fait disparaître le sexe d'un jeune homme d'une trentaine d'années. L'affaire a provoqué une agitation dans le quartier avant d'être prise en main par les éléments de la brigade de gendarmerie de Nilon, Dokpassi. Et depuis quelques jours, la rumeur sur la disparition de sexe enfle dans les villes de Yaoundé et Douala. Cette psychose amplifiée par les réseaux sociaux n'a aucune base médicale avérée. Face à cette situation, le préfet Djoufondi a officiellement appelé à la prudence et à la retenue. Michael Tipkio nous éclaire sur cette affaire. C'est une rumeur qui enfle, sème la peur et alimente une psychose collective. À Yaoundé d'abord, à Douala désormais, plusieurs personnes affirment avoir été victimes d'un phénomène pour le moins troublant. La disparition de leur sexe après avoir salué une personne souvent inconnue dans la rue. Des témoignages parfois en larmes, parfois vindicatifs, envahissent les réseaux sociaux. Certains accusent, d'autres réclament justice, vengeance même. Dans les rues, la tension est palpable. Les poignées de main deviennent suspectes, les contacts physiques sont évités, la méfiance s'installe. Et cette peur n'est pas nouvelle. Il y a plus de 10 ans, une rumeur similaire avait déjà parcouru certaines villes du Cameroun. À l'époque, des individus accusés de vol de sexe avaient été roués de coups, battus, voire lynchés, sans que la moindre preuve médicale ou judiciaire ne confirme les faits. Mais aujourd'hui encore, dans cette atmosphère électrique, la réalité peine à suivre la rumeur. Les services administratifs et sécuritaires tentent de contenir la panique. À Yaoundé, le préfet Djoufondi a pris la parole dans un communiqué officiel. Il demande toute réalité factuelle derrière cette dénonciation. L'on parle d'un phénomène imaginaire, sans aucun fondement médical ni scientifique. Dans les hôpitaux, aucun cas médicalement avéré n'a été enregistré. Les médecins évoquent des crises de panique, des troubles psychosomatiques, parfois de simples malentendus amplifiés par la peur ou les superstitions. Entre rumeurs virales et réalités invisibles, ce phénomène révèle surtout la fragilité de nos repères dans une société en mutation. Si la peur est réelle, elle ne doit pas nous faire perdre notre humanité ni notre sens du discernement. Car la rumeur tue, elle divise, elle stigmatise, elle pousse parfois à l'irréparable. Et rappelons-nous qu'une rumeur, aussi virale soit-elle, n'est pas une vérité. Autre chose à présent, malgré le risque élevé d'éboulement à Carrière-Tankoua, Lok-Bessou, les habitants particulièrement les plus démunis refusent de quitter les lieux avec la saison des pluies qui bat son plein. Le pire est à craindre pour ces populations vulnérables. Cyril Kouakam, Thierry Nana. Des habitations sont suspendues en un fil. Ici à Lok-Bessou, au lieu dit Carrière-Tankoua, les risques d'éboulement sont élevés. Quand il pleut, la terre s'écloue à tout moment. À tout moment. Et puis même par moment, l'eau même quitte de là-bas en haut jusqu'ici en bas. Ça envahit tout le bas là, vers le stade là, vers les maisons des gens. C'est là que tu vois par moment les maisons des gens, ça descend. Défoncés par les eaux du ruissellement, même les visiteurs sont pris de peur. Donc, quand moi je vois que vraiment là, habiter ici là c'est risqué. Et de la route-ci, la saison pluvieuse, vraiment, ça creuse vraiment la route-ci. Zone déclarée dangereuse, mais les familles démunies n'osent pas quitter le lieu. Ils ont bloqué le pont là, on est dans l'eau maintenant, ça ne va pas. Tu vois, le pont est bloqué, l'eau ne circule pas. Il n'y a pas de passage d'eau, il faut drainer de l'eau. Si rien n'est fait, les pluies diluviennes qui s'annoncent pourraient entraîner avec elles de nombreuses vies. Et à moins de 4 mois de l'élection présidentielle, la scène politique s'agite jusque dans le sud. Dans une lettre ouverte, les élites locales prennent leur distance avec le bilan du renouveau. Elles interpellent les populations sur leur avenir politique et appellent à un sursaut d'engagement. Comment interpréter ce vent du sud? Delphine Foncoutene et Michel Foucault. Le vent du sud souffle fort, portant avec lui les inquiétudes d'une région en éveil.
Terre natale du chef de l'État, le Sud semble habité par la peur, l'incertitude de ce que pourrait être l'après. La peur de l'inconnu pour les cadets sociaux, pour les jeunes qui disent qu'ils n'ont rien eu. Qu'est-ce qui va se passer si le chef de l'État, par exemple, décide de ne pas se présenter? Et il y a de l'autre côté donc, ce que j'appelle les apparatchiks, c'est-à-dire ceux qui sont aux affaires. Ils ont peur de leur avenir. Qu'est-ce qu'ils deviendront si d'aventure le chef de l'État venait à dire qu'il n'était pas candidat? Deux camps, deux générations, deux lectures s'affrontent à l'approche de la présidentielle d'octobre prochain. D'un côté des élites qui, dans une lettre ouverte, dénoncent le bilan du renouveau. De l'autre, une base qui hésite entre fidélité historique et appel au changement. Les jeunes, effectivement, dans le souci de se prolonger et de pouvoir aussi glaner effectivement des postes et des positions politiques sur le plan, n'est-ce pas, national, sont effectivement en train de s'ériger en acteurs de premier plan et rechercher effectivement les données sur le plan juridique de positionnement politique. Ça bouillonne dans la région du Sud. À l'approche de cette échéance électorale majeure, même les fils du terroir s'interrogent sur l'avenir du sommet de l'État. La question de l'alternance, autrefois tabou, s'invite désormais dans les conversations les plus feutrées. Le moment est venu pour eux, n'est-ce pas, aussi de partager, n'est-ce pas, le gâteau. Donc je crois que c'est la peur, en fait, pour moi, qui les anime. Au cœur du débat, l'absence de congrès du RDC depuis 5 ans, en violation des textes du parti. Ces mêmes textes stipulent pourtant que le président de la République est de droit le candidat naturel du parti à l'élection présidentielle. Un flou juridique et politique qui alimente des incertitudes. Des jeunes militants, surtout de la région du Sud, qui espèrent effectivement avoir aussi des postes politiques, sont effectivement en droit, n'est-ce pas, de se demander est-ce que effectivement le président a encore tous ses droits pour être le président du parti politique et voir également le candidat à la présidentielle de 2025. Je dis que cela participe aussi du débat politique, n'est-ce pas, du débat contradictoire politique, et qu'il faille le prendre ainsi sans penser que cela touche au plus profond, n'est-ce pas, tout le Sud. Sur la scène politique, les positions se radicalisent, les interrogations fusent. Mais pour certains sages du Sud, il convient de garder silence, du moins jusqu'à ce que le président de la République lui-même se prononce sur sa participation ou non au scrutin d'octobre prochain. Il y a quelques jours de la convocation du corps électoral en vue de la présidentielle prochaine, les acteurs politiques se prononcent sur les actions entreprises. Si pour les uns, tout est mis en place pour inscrire le maximum potentiel de votants, pour d'autres, le code électoral en l'état ne rassure pas, d'où des réticences. En revanche, plusieurs de ces formations politiques en quête de voix poursuivent la sensibilisation sur le terrain. Monique Naossi-Fosso et Henri Tina. Pour prendre le pouvoir à l'issue de la présidentielle d'octobre prochain, le SDF était la quête de suffrages à exprimer à ce rendez-vous. Depuis l'entame de la célébration de ses 35 ans d'existence, le chairman multiplie des stratégies de séduction auprès des potentiels électeurs sur l'ensemble du triangle national. Cela lui a permis une fois encore de rappeler aux Camerounais qu'il est important de se mobiliser pour s'inscrire sur les électorales, parce que pour nous, la seule arme valable pour nous conduire à la victoire en octobre 2025 et donc apporter le changement tant espéré par les Camerounais, c'est le bulletin, c'est la carte électorale. À l'Alliance des forces progressistes AFP, il est dit que l'inscription des militants est acquise, mais en dehors, des indécisions persistent. Les susceptibilités et autres ont fait que ça freine les gens. Parfois, il faut expliquer que les abstentions ne nous ont pas servi, qu'il faut une masse critique, il faut expliquer, parce que les gens sont réticents parfois. Sérénité chez les militants du RDPC, le parti au pouvoir. Et les CAM, l'institution en charge de l'organisation des élections, a joué sa partition. Nous avons eu beaucoup de soubresauts des vendeurs d'illusions qui ont prétendu qu'il y avait des obstacles pour les institutions électorales, alors que vous pouvez le vérifier par vous-même. Toutes les communications, tout est fait pour que les gens sachent qu'ils doivent être inscrits. Il y a même des calendriers
Au moment où l'on scrute la convocation du corps électoral et qui marque d'office la fermeture des inscriptions sur la liste, et les CAM totalisent moins de 9 millions d'inscrits sur un potentiel électoral de plus de 15 millions au Cameroun. Selon la loi électorale, le chef de l'État peut convoquer à tout moment le corps électoral, ce qui aura pour conséquence l'arrêt des inscriptions sur les listes électorales. Dans les antennes et les CAM du Vouri, malgré l'imminence de l'arrêt des inscriptions, ce n'est pas la grande bousculade. Les détails avec Fatima Ndale et Emmanuel Tibu. À l'agence départementale des CAM du Vouri, c'est un jour ordinaire de travail. Les activités préélectorales se poursuivent. L'actualisation des listes et le transfert vers les différentes antennes. Dans les antennes, les retardataires arrivent au compte-gouttes et chacun a sa petite raison. Depuis j'étais malade, je n'avais pas du temps. C'est maintenant que la maladie a un peu baissé. J'ai demandé que est-ce qu'on s'est réussi encore. Mes enfants ont dit oui maman. C'est pour ça que je suis revenu ce matin en faisant le marché, je m'en réussi une fois. Je suis là aujourd'hui parce que ma carte s'est cassée. Et de deux, j'ai d'abord fait ma carte dans la zone C et maintenant je ne suis plus dans la même zone. J'ai changé la zone, je suis maintenant à PK21. Un constat dans les antennes départementales. Les cartes d'électeurs déjà établies attendent d'être récupérées. Parmi les candidats à une inscription, quelques jeunes. Certains se font accompagner. Je suis venu accompagner une sœur pour s'inscrire. C'est mon frère qui m'a beaucoup galvanisé à le faire et en tant que citoyenne camerounaise, j'ai cette obligation-là. Donc du coup, je suis venue remplir mes devoirs citoyennes. En attendant la clôture du processus, à Ilikam, l'heure est au repérage des centres de vote. Au dernier pointage, le 30 avril, le Vouri avait déjà enregistré 54 886 nouveaux inscrits. Le Cercle des Amis du Cameroun a offert un soutien précieux aux jeunes drépanocytaires de l'hôpital de district de Biémassi à Yaoundé. L'association a remis d'importants dons ce 19 juin, marquant la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Les bénéficiaires ont exprimé leur profonde gratitude. Karel Mezatiatoya, Serge Alazebo. Comme chaque année, à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose, le CERAC se mobilise pour apporter son soutien aux personnes touchées par cette maladie dans le pays. Pour l'édition 2025, l'association caritative créée par la première dame du Cameroun, Chantal Biya, a choisi de se rendre au chevet des enfants et adolescents de l'hôpital de district de Biémassi à Yaoundé. Fidèles à leur tradition de solidarité, les femmes du Cercle des Amis du Cameroun sont venues avec des dons consistants. Voici les cadeaux que vous envoie la présidente fondatrice du CERAC, Madame Chantal Biya, première dame du Cameroun, épouse du chef de l'État, ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO. Matériel médical et consommable, ainsi que des denrées alimentaires et produits d'entretien pour améliorer les conditions de vie et de soins de ces jeunes patients. 50 cathéters, 1 G, 5 cartons of liquid detergent soap. 100 boîtes de paracétamol, 500 mg et boîtes de sang. La générosité du CERAC, une fois de plus démontrée. Cette action solidaire suscite, comme à l'accoutumée, des remerciements chaleureux et émus de la part des bénéficiaires. Les dons que vous apportez aujourd'hui ne sont pas que des présents. Ce sont des promesses, des gestes puissants, un espoir de moins de crise, de jours plus légers, un chemin vers un avenir où l'on peut rêver. Par ma foi, le personnel de l'hôpital du district de Biémassi et les parents ici réunis adressent leurs chaleureux remerciements au CERAC et à sa présidente fondatrice. Ces mots aimables touchent particulièrement la représentante de l'épouse du président de la République. Profondément sensible à ces remerciements, Angéline Do promet de les lui transmettre tout en délivrant le message de l'ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO. Madame Biya exhorte les jeunes couples à faire un dépistage des risques de drépanocytose avant les fiançailles, le mariage ou la procréation. C'est une précaution utile qui permet d'éviter un calvaire prévisible, aussi bien aux parents qu'à leurs enfants. C'est ainsi que le CERAC continue de tisser des liens de solidarité, de faire rayonner l'amour et l'espoir et de transformer des vies auprès de ceux qui en ont le plus besoin. Et la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose met en lumière
une maladie héréditaire qui continue de faire des ravages, souvent par ignorance. Entre témoignages bouleversants, regards d'experts, paroles de rue, nos reporters Fatima Ndale et Armand Pagna lèvent le voile sur une réalité encore méconnue. Avez-vous déjà fait votre électrophorèse? C'est la question que nous avons posée dans les rues de Douala. C'est le fait que... Oui, j'ai déjà fait le test de l'électrophorèse. Si certains hésitent, d'autres avouent n'en avoir jamais entendu parler. Aucune idée. Non. Moi, je ne suis pas médecin pour connaître ça. Pourtant, ignorer ses gènes d'hémoglobine, c'est jouer avec sa vie et celle de sa progéniture. Mes parents découvrent que je suis drépanocytaire à l'âge de 3 ans. Aujourd'hui, Adidja, diététicienne nutritionniste, mène une vie professionnelle active malgré des douleurs chroniques. Lors des crises, ça fait tellement mal. Même les douleurs de l'enfantement ne sont pas aussi douloureux. Même combat pour Daniela, 24 ans. Chez elle aussi, la maladie a été détectée tardivement. Avant, en fait, je faisais les crises, mais ma mère ne connaissait pas vraiment ce que c'était et tout. C'est lorsque j'ai eu une grande crise, on a découvert que j'étais drépanocytaire. Il y a des repas que je ne dois pas manger. Et il y a aussi le sport aussi. 60 000 en montant, quelque chose comme ça. Oui, pour les médicaments. À l'hôpital La Quintini, la spécialiste de la drépanocytose est formelle. La maladie ne se guérit pas, mais elle se prévient. Si vous avez 2 parents qui sont porteurs du gène de l'hémoglobine S, en général, si on fait une électrophorèse d'hémoglobine et que la personne est AS, si vous avez donc 2 personnes qui sont porteuses, soit 2 AS qui se mettent ensemble, soit un AS et un SS qui se mettent ensemble, ils ont donc le risque de transmettre le gène muté, le gène de l'hémoglobine S, à leurs enfants. Nous invitons donc les jeunes à se faire dépister, connaître leur électrophorèse d'hémoglobine. Ce 19 juin marque la journée mondiale de la drépanocytose, une maladie héréditaire, souvent découverte trop tard. Pourtant, tout peut commencer par un simple test, celui de l'électrophorèse. Et pour une union sereine, un simple test est révolutionnaire. L'électrophorèse de l'hémoglobine est désormais indispensable pour valider la compatibilité génétique et prévenir le drépanocytose face à l'insouciance actuelle qui conduit à des vies de souffrance pour les enfants. Ces tests doivent devenir une étape incontournable avant tout projet de parentalité. L'île Piédiou, Ludovic Ngomsi. Se marier sans faire l'électrophorèse, c'est jouer à la roulette russe avec la vie des enfants. Se marier sans connaître son statut électrophorétique, c'est de l'irresponsabilité. L'amour c'est beau, le mariage c'est sacré, le projet parental aussi. Mais l'amour, qui ignore la science, peut devenir une malédiction. Trop de couples, par ignorance ou par négligence, mettent au monde des enfants condamnés à souffrir toute leur vie. Pourquoi ? Parce qu'ils ont refusé de faire un test qui coûte moins cher qu'un dîner au restaurant ou un week-end en amoureux. L'électrophorèse de l'hémoglobine. La drépanocytose, ce n'est pas un mythe. Chaque année, des milliers d'enfants naissent avec la drépanocytose, une maladie génétique incurable qui déforme les globules rouges et provoque des douleurs insoutenables, des hospitalisations à répétition et dans certains cas, une mort prématurée. Vous voulez vraiment que votre enfant passe son enfance dans les hôpitaux en train de pleurer pendant que vous, parents, regrettez des décisions prises trop tard? Un enfant SS, ce n'est pas un hasard. C'est le résultat direct d'un couple AS plus AS qui aurait pu éviter le pire avec un simple test. L'excuse de l'amour ne tient pas. On entend souvent « je l'aime, on verra après ». L'amour véritable, c'est aussi la lucidité. L'amour, c'est protéger l'autre et protéger les enfants qu'on veut avoir. Se dire amoureux et fermer les yeux sur une vérité médicale, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'égoïsme. 2 porteurs sains, AS, ont une chance sur 4 à chaque grossesse de mettre au monde un enfant SS. Ce n'est pas une loterie qu'on joue à la légère. Le test est là, accessible, simple. Pourquoi refuser ?
Dans nos pays, les hôpitaux, les laboratoires proposent l'électrophorèse. Il se fait en une prise de sang. Aucun gêne, aucun effet secondaire, mais il peut vous éviter des années de larmes, de douleurs et de regrets. Alors, pourquoi ? Et en cette journée mondiale, le groupe d'études de la drépanocytose du Cameroun et le Centre Pasteur du Cameroun ont animé une conférence débat sur les enjeux et défis de cette pathologie. Des experts ont éclairé le public sur les avancées et la gestion des crises. Pour en savoir plus, écoutez le docteur Suzanne Bellinga et le professeur Françoise Ngossak. Alors, en termes d'avancée, ça fait déjà près de 10 ans qu'on fait le dépistage néonatal de la drépanocytose au niveau du groupe d'études de la drépanocytose du Cameroun. Et ce dépistage néonatal a permis de connaître la prévalence de la maladie à la naissance. On sait actuellement que 15% des enfants qui naissent ont le trait drépanocytaire. Ça veut dire qu'ils sont susceptibles de transmettre cette maladie à leur descendance et que 0,8% des enfants qui naissent souffrent du syndrome drépanocytaire majeur. Il faut connaître sa maladie. Donc ce que nous faisons aujourd'hui, c'est que nous expliquons aux patients comment connaître sa maladie. Et quand ils connaissent sa maladie, on leur donne les 10 règles d'or, comment vivre pour... dès qu'ils respectent ces règles-là, en général, ils espacent leur crise. Mais après, ils laissent venir et ils connaissent les gestes qu'il faut faire quand ils sentent les crises venir. Quelques règles, il faut éviter les changements brusques de température, il faut beaucoup s'hydrater, il faut éviter les efforts intenses, il faut éviter le stress. En culture à présent, à l'approche de son concert au Canal Olympia de Bessengue, Sissoul a fait le point avec la presse à Douala. Devant les médias, le chanteur a tout passé en revue, de la billetterie à la direction artistique, en passant par le soutien des partenaires. Arunazira Maruskoso nous donne les... Le 28 juin prochain, Sissoul prévoit enflammer la cité économique. L'artiste reste fidèle à lui-même. Au menu du jour, du live, des sonorités traditionnelles et modernes et des performances exceptionnelles. On doit s'attendre à un concert live, avec des disciplines telles que les chœurs, donc une chorale, des musiciens live et des chorégraphes et danseurs. Maintenant, s'attendre à des playlists qui vont de part et d'autre dans la discographie de Sissoul, de l'éclosion à Oxymore, qui est l'album que nous défendons actuellement. L'artiste souhaite permettre à tous ses fans de Douala d'assister à son spectacle. Son équipe et lui ont mis sur pied une stratégie pour vendre un maximum de billets. De 10 000 francs. Ensuite, on veut leur permettre d'être là, au-delà de faire gagner des billets avec nos partenaires ou Sissoul lui-même. On a décidé de faire une opération et de mettre les billets à 50% de réduction, les billets de 10 000, donc ils sont accessibles à 5 000. L'objectif, c'est d'avoir le maximum de personnes possible, que ce soit une belle fête, que ce soit une grande fête, et on va tout faire pour que ce soit le cas. Pour la première partie du concert de Sissoul, les artistes de la nouvelle génération sont annoncés. Ant, Berry Boys et King Lucas seront de la partie. En sport, 24 heures après l'annonce de la suspension du président et du secrétaire général du syndicat national des footballeurs du Cameroun, les dirigeants syndicaux affirment n'avoir reçu aucune notification officielle de cette décision. Ils attendent donc d'être formellement informés. Mathieu Fangwa. Le syndicat national des footballeurs du Cameroun, abrégé SINAFOC, attend d'être notifié par la Fédération camerounaise de football suite à la décision de la commission d'éthique de suspendre Daniel Ngos et Jérémy Soren Ditap, respectivement président et secrétaire général du dit syndicat. Le SINAFOC attend toujours d'être notifié. Certains parmi vous nous ont balancé, m'ont personnellement balancé certaines informations à ce sujet. Ben, il faut dire que moi, je ne suis pas le SINAFOC. Là, c'est un tutu personnel. Mais en tant qu'institution, le SINAFOC n'a pas encore été notifié jusqu'à l'heure actuelle, jusqu'à l'heure où nous vous parlons. L'affaire tisse sa genèse de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire en 2023 et semble avoir des ramifications insoupçonnées. Quelqu'un qui a donné de sa vie pour le maillot de l'équipe nationale du Cameroun, à un certain moment, on devrait prendre de la hauteur et
savoir respecter ceux qui le méritent. Je crois que ça cache tout un autre problème et on ne devrait pas en arriver là. Ce qui est, les gens regardent cela, est-ce que ce n'est pas assez grave pour que les dirigeants se lèvent pour dire non, 2 enfants du Cameroun ne peuvent pas autant se déchirer. Toujours sur le plan juridique, le SINAFOC annonce avoir attaqué la première décision qu'il a suspendue de ses fonctions de membre de l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football. Nous avons fait parvenir notre déclaration d'appel, comme M. Etiga vous le disait, au niveau du TAS. Et nous attendons donc la FECAFOOT sera éventuellement convoquée. Nous allons déposer notre mémoire d'appel et éventuellement la FECAFOOT sera convoquée à faire valoir ses observations. Loin du rectangle vert du football, la bataille juridique entre le SINAFOC et la FECAFOOT semble atteindre son paroxysme. Et à l'étranger, le président de la transition en Guinée-Conakry est en Côte d'Ivoire pour renforcer la coopération bilatérale entre les 2 pays. Et en RDC, le célèbre opposant Jean Kaboun annonce une coalition de gauche congolaise et conflit Israël-Iran. Poutine propose sa médiation. L'île Piédiou, Calvin Teka, Mescalmonde. Mamadi Doumbouya achève une visite d'amitié en Côte d'Ivoire. Il est question de renforcer les liens bilatéraux entre les 2 pays dans un contexte sous-régional instable. Nous avons aussi échangé sur cette situation préoccupante dans notre sous-région, notamment la situation sécuritaire, politique et humanitaire dans les pays du Sahel et les menaces que ceci pose pour les pays côtiers. Nous avons décidé de continuer d'apporter une assistance pour permettre aux pays du Sahel de faire face aux besoins humanitaires et sécuritaires, et parce que nous sommes tous concernés par ces situations difficiles. Monsieur le Président, dans le contexte géopolitique actuel, tant régional que mondial, je souhaite vous exprimer ma profonde admiration pour votre parcours exceptionnel à la tête de la Côte d'Ivoire. Les 2 pays vont vivre des élections décisives. La coopération sécuritaire devient un levier important face aux tensions régionales. Abidjan et Conakry, c'est désormais main dans la main. Jean-Marc Kaboun annonce un mouvement politique baptisé la coalition de la gauche congolaise. Cet opposant prône une gouvernance à visage social. Il se présente comme le digne héritier de Étienne Tshisekedi, opposant historique de Mobutu à l'époque. Cette coalition, c'est 10 partis politiques, 40 ONG et associations de la société civile. Après son divorce de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Jean-Marc Kaboun crée l'Alliance pour le changement, avec comme axe de travail refondation de l'appareil étatique et renouvellement de la classe politique. Il avait été libéré en février dernier après avoir passé 3 ans en prison pour outrage au chef de l'État. Vladimir Poutine propose sa médiation pour mettre fin au conflit entre Israël et l'Iran. Face à la presse, ce jour, le président russe a laissé entendre que Moscou pourrait aider à négocier un accord permettant à Téhéran de poursuivre un programme nucléaire pacifique tout en apaisant les inquiétudes d'Israël en matière de sécurité. Vladimir Poutine dit avoir fait part de sa proposition à l'Iran, Israël et aux États-Unis. En attendant, Moscou, de l'autre côté, intensifie sa guerre contre l'Ukraine. Des élèves brillants, unis par la détermination et l'excellence, ont fait la fierté de l'American School of Douala. Ils font partie de la promotion 2025 de l'établissement, récompensé par des bourses académiques. 10 jeunes, 10 parcours remarquables, façonnés par la résilience, la créativité et l'ambition. La promotion 2025 de l'American School of Douala se distingue non seulement par ses résultats, mais aussi par l'exemple qu'elle incarne. I've been in ASD for 2 years. I joined in 2023.
And my next step is going to university in Canada. I got a really good scholarship there, so that's where I'll be studying business. I hope that you guys see this as a sign to come join ASD. Right now, I'm considering going to London to study business because I'm very inspired to be an entrepreneur by my parents. And I'm actually very excited right now because this is a very beautiful moment for us, me and my classmates. And we really are waiting for the next step. I've been here for, I think, 15 years, around 15 years. And my expectation for the future for myself is to help to change the world, to become a better person, a better man for me, for my family every day. I think the best quote is, there's no better day to start than today. And today was one of the best starts, one of the best days I've ever had, especially in this company, in this country. And I hope that... Tout au long de leur scolarité à l'ASD, ces élèves ont incarné les valeurs de l'école. Des penseurs créatifs qui ont osé sortir des sentiers battus, des jeunes conscients d'eux-mêmes et des audacieux prêts à laisser leur empreinte dans le monde. Another thing that makes our graduating class so exceptional is the fact that the international average, GPA average, is 3.1. Our mean average is a 3.63. And on top of it, our graduates take an average of 3 AP classes each year. Leur slogan de classe en dit long. Le voyage commence. Et quel départ! Ensemble, ils ont décroché près de $600 000 de bourses d'études et de récompenses au mérite, soit environ 340 millions de francs CFA. Leur excellence académique et leur profil équilibré leur ont ouvert les portes de plus de 40 universités prestigieuses aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Allemagne et en France. And another thing that makes us so exceptional when it comes to our students, our graduating class, is the fact that they're associated with National Honor Society. This is an organization based in the States that you have to have a 3.5 or higher to be associated. You got to be nominated, you got to be interviewed and then brought into the association. And as a result of being a participant in that association, you have to do what's called service learning hours. And in combination, our graduates have done over 800 service learning hours. La cérémonie de remise des diplômes a été un moment de grande émotion. Familles, amis et membres de la communauté ASD se sont réunis pour célébrer cette étape majeure. Les larmes, les sourires et les applaudissements ont accompagné chaque remise de diplôme. I've seen how the school decision has made him the man he is today. And I'm so grateful to ASD, to the entire institution, the teachers, the students. The environment is so conducive. You can only bring out the best in one's child. It's been a very emotional roller coaster. It's been a very grueling and hard journey. And I'm proud to be part of the school now. And, you know, now better things and better days are ahead. And I'm very grateful. En célébrant cette nouvelle promotion, l'American School of Douala réaffirme sa mission, former les leaders de demain. Et avec la promotion 2025, le voyage ne fait que commencer. Class of 2025. Et c'est ici que s'achève cette édition. Merci de votre fidélité à Canal 2 International. Je vous retrouve demain, même lieu, même heure, 19h50. Bonsoir.